Sur le papier, le Burkina Faso, enclavé et sans grandes ressources minières, semblait promis à une lente disparition statistique, simple point discret sur la carte sahélienne. Pourtant, une autre donnée vient fissurer ce verdict. En 3 ans, 10 projets structurants y ont émergé, reconnectant des villages, des usines et des services publics et publics que l'on croyait condamnés. Que signifie vraiment, pour celui qui observe de loin, ce renversement où Ibrahim Traoré transforme un territoire donné perdant en laboratoire de souveraineté mesurable? Derrière ces chiffres, une trajectoire inattendue commence à se dessiner, dense, méthodique, obstinée. Le récit qui s'ouvre ne propose aucune promesse miraculeuse, mais une équation exigeante. Comprendre comment un pays longtemps dépendant parvient à rendre sa souveraineté mesurable et à en faire un levier opératoire. La clé d'intérêt, une autonomie rendue tangible en 10 à 12 mots, réside dans la capacité du Burkina Faso à nourrir, éclairer, financer et soigner par ses propres moyens, transformant chaque service essentiel en avantage stratégique. Cette dynamique place l'observateur face à un enjeu central: rester prisonnier d'un modèle importé ou assumer la maîtrise progressive de ses propres leviers. Et si la seule sécurité durable résidait dans la continuité des systèmes que l'on contrôle soi-même? Cette question, micro-hook discret mais décisif, dessine les risques. Perdre l'initiative revient à abandonner l'avenir géopolitique et économique à des acteurs extérieurs dont les priorités fluctuent. À l'inverse, consolider les infrastructures nationales modifie profondément les trajectoires internes. Les budgets respirent, les marges diplomatiques s'élargissent et la population perçoit que l'effort collectif peut produire un résultat lisible. En 3 années seulement, plus de 150 villages électrifiés et 300 000 habitants concernés révèlent une progression que même les observateurs les plus optimistes n'avaient jamais anticipée. Cette accélération mesurable constitue le premier indice d'une méthode où chaque gain concret devient un point d'ancrage pour comprendre la logique nationale. Le contexte initial, lui, paraissait verrouillé. Un pays enclavé, privé de ressources majeures, dépendant de bailleurs dont les financements se réduisaient année après année. Agriculture, énergie, santé, eau, logement, finances. Chaque secteur reposait sur une perfusion extérieure qui fragilisait l'ensemble. Dans ce paysage contraint, l'arrivée d'Ibrahim Traoré ne se traduit pas par un slogan, mais par une séquence où les projets se nourrissent mutuellement. L'idée centrale est simple, presque mécanique: produire localement, relier les infrastructures, mesurer chaque avancée, ajuster, puis recommencer. La chaîne de 10 projets structurants, illustre cette logique. L'industrialisation légère, amorcée avec la transformation de 12 000 tonnes de tomates par an, enclenche immédiatement une demande d'une infrastructure logistique adaptée. La route Bobo-Abidjan, financée à 120 millions de dollars, devient ainsi l'artère nécessaire pour stabiliser les flux commerciaux. Dans le même mouvement, l'énergie solaire des programmes nationaux alimente les écoles, les dispensaires et les ateliers, offrant un socle d'activité qui aurait été impossible à maintenir avec des réseaux intermittents. L'eau, avec le barrage Ziga 2 et ses plus de 40 millions de mètres cubes, consolide la santé publique et l'agriculture saisonnière. Enfin, la Bank, en rapatriant 60% des dépôts nationaux, réintroduit une liquidité qui soutient la production plutôt que de financer des intermédiaires extérieurs. Peu à peu, la souveraineté cesse d'être une déclaration pour devenir un mécanisme reproductible. Et lorsque l'on replace chaque chantier dans cette chronologie, une évidence apparaît. Le pays n'accumule pas des projets isolés, il construit un système où chaque décision élargit la suivante, jusqu'à redéfinir la position même du Burkina Faso au sein du Sahel. 2 figures ordinaires permettent de saisir, dès les premiers mois, ce que produit réellement la méthode appliquée sur le terrain. Mariam, ouvrière de la Red Gold Factory, a longtemps cultivé des tomates qui finissaient par pourrir au bord de la route, faute d'usine capable de les transformer. Désormais, elle presse chaque jour la matière qu'elle voyait autrefois se perdre. Signe des boîtes,
Made in Burkina Faso, et voit son revenu se stabiliser grâce à un contrat agricole durable. Ce geste répété, sobre mais décisif, traduit le passage d'une économie d'attente à une économie d'action. Plus loin, dans un village récemment électrifié par Yélène, un instituteur raconte la reprise soudaine des cours du soir. Les lampes solaires installées par des techniciens locaux n'ont pas seulement illuminé une salle, elles ont restauré une continuité scolaire qui avait disparu depuis des années. Les enfants reviennent, les parents recommencent à suivre les progrès, et les enseignants retrouvent la possibilité de rattraper les retards accumulés. La lumière, simple en apparence, devient un multiplicateur de confiance et de régularité. Ces deux cas, distants mais cohérents, montrent que l'impact n'attend pas la fin des chantiers. Dès que l'infrastructure fonctionne, elle modifie les trajectoires individuelles. Revenus stabilisés, apprentissage élargi, horaires allongés, sentiment d'appartenance renouvelé. Chaque amélioration locale annonce déjà ce que les indicateurs nationaux finiront par enregistrer. À ce stade, le changement devient immédiatement lisible. Avant 2022, tout semblait figé. Des récoltes perdues, des réseaux intermittents, des villages isolés, une finance extérieure qui dictait le rythme. Après 2022, tout se met en mouvement. Production, logistique, énergie, eau, crédit. La rupture ne vient pas d'un slogan, mais d'une succession d'impulsions qui s'enchaînent sans pause. Le pays bascule d'un mode d'attente à un mode d'action. La première impulsion naît d'une humiliation économique. Des tonnes de tomates pourrissent sous le soleil, alors que les mêmes produits, mis en boîte ailleurs, reviennent 3 fois plus chers. Le décalage est brutal. Le pays produit, le pays perd, le pays rachète plus cher ce qu'il a laissé mourir. L'écart devient un symbole de dépendance structurelle. Ce symbole, Ibrahim Traoré en fait un point de départ. Il impose un geste simple, transformer localement, maîtriser la chaîne, valoriser ce qui pousse sur le sol national. L'usine Red Gold Factory surgit comme un acte fondateur. 8 millions de dollars, 150 emplois directs, 12 000 tonnes traitées par an. Le pays passe du gaspillage à la valorisation. Les producteurs voient leurs récoltes entrer dans un circuit stable. Les coopératives sortent du chaos saisonnier. Les femmes du conditionnement gagnent un contrat régulier. Le geste industriel remplace l'incertitude chronique. Mais produire ne suffit pas. Sans route, la production reste prisonnière. Le gouvernement active alors le second maillon. La logistique. 120 millions de dollars financent la route Bobo-Abidjan. Ce corridor reconnecte l'intérieur du pays aux marchés régionaux. Les camions circulent, les prix agricoles respirent. Les villages longeant l'axe voient passer une économie qu'ils ne faisaient que deviner. Les transports coûtent moins cher. Les pertes post-récolte reculent. L'énergie devient ensuite une priorité absolue. Yélène électrifie plus de 150 villages. 300 000 personnes sortent de l'obscurité. Les écoles reprennent les cours du soir. Les hôpitaux abandonnent les lampes de poche. Les habitants découvrent la stabilité électrique comme un droit, non comme un miracle rare. Les villages se rassemblent autour de la lumière. Les activités se prolongent. Les ateliers fonctionnent après 18 heures. Puis vient l'eau. Le barrage Ziga 2 stocke plus de 40 millions de mètres. La capitale est alimentée. Les cultures résistent mieux aux saisons sèches. Les maladies hydriques reculent. Les quartiers périphériques respirent haute. Les jardins vivriers renaissent. Les écoles maintiennent leurs horaires, même lors des pénuries anciennes. L'eau cesse d'être une vulnérabilité structurelle. Enfin, la finance referme la boucle. La Birken Bank ouvre 67 agences. 15 000 microcrédits circulent. 60% des dépôts nationaux sont rapatriés. L'argent du pays recommence à financer le pays. Les PME accèdent à une liquidité locale. Les commerçants investissent sans dépendre d'intermédiaires étrangers. Le tissu économique s'épaissit. Chaque étape déclenche la suivante.
Chaque décision crée un effet d'entraînement. Chaque infrastructure corrige une faiblesse ancienne. Les doutes anciens se dissipent. Les trajectoires s'alignent. Le système prend forme. Le mouvement devient cohérent. Avant 2022, moins de 15% des villages burkinabés disposaient d'une électricité permanente. 3 ans plus tard, ce taux dépasse 48%, un delta qui montre l'ampleur exacte du basculement. Cette progression n'est pas abstraite. Elle se traduit par une continuité scolaire retrouvée, une stabilité hospitalière renforcée et une extension du temps utile dans les zones rurales. Le passage d'un réseau fragile à un réseau consolidé modifie immédiatement la manière dont les communautés organisent leur journée. La première donnée structurante concerne l'énergie solaire. Le programme Yellen relie plus de 150 villages au réseau photovoltaïque national. Ce chiffre n'est pas un simple volume d'équipement. Il représente un mécanisme où chaque unité installée ajoute du temps d'apprentissage, du temps de soins et du temps productif. Les écoles reprennent les cours du soir. Les dispensaires améliorent les urgences nocturnes. Les artisans prolongent les activités. L'électricité devient une variable d'accélération plus qu'un service technique. La seconde donnée majeure touche à l'eau. Le barrage Ziga 2 stocke plus de 40 millions de mètres cubes, destinés à sécuriser l'approvisionnement de 600 000 habitants. Ce volume redéfinit la stabilité sanitaire. Là où l'accès à l'eau potable n'atteignait qu'un quart des foyers, le taux grimpe désormais vers 70%. Une telle hausse réduit les maladies hydriques et protège les écoles des fermetures récurrentes observées en saison sèche. La disponibilité de l'eau devient un amortisseur structurel pour l'agriculture, la santé et la logistique de proximité. La troisième donnée essentielle concerne la finance nationale. La Birkenbank a rapatrié 60% des dépôts nationaux, autrefois immobilisés à l'étranger, créant un socle de liquidité qui soutient désormais les activités locales. Cette réintégration des flux financiers n'est pas seulement comptable. Elle transforme la distribution du crédit et libère les PME de la dépendance aux institutions internationales. 15 000 microcrédits circulent. 67 agences fonctionnent ici. Les commerçants investissent plus tôt dans l'année. Les producteurs achètent leurs intrants sans attendre l'ouverture de lignes de financement externes. Ces 3 blocs chiffrés, énergie, eau, finance, composent une architecture opérationnelle. Leur cohérence repose sur un principe simple. Aucune donnée n'est isolée. Chaque pourcentage revient dans la boucle de décision. Le pays produit, mesure, compare, ajuste. La méthode évite l'empilement de projets sans lien. Elle privilégie une séquence où les infrastructures se renforcent mutuellement et où les résultats locaux deviennent des indicateurs nationaux. Les villages gagnent en autonomie. Les familles stabilisent leurs dépenses essentielles. Les services publics récupèrent leur régularité. La logique voulue ici transforme la souveraineté en technique plutôt qu'en ambition. L'énergie soutient l'eau. L'eau renforce la santé. La santé stabilise l'éducation. La finance alimente le reste. Rien n'avance seul. Tout s'emboîte. La mécanique reste discrète. Mais son effet se lit dans la vie quotidienne, avant de s'inscrire dans les statistiques. 2 critiques structurées reviennent souvent lorsqu'on analyse la trajectoire du Burkina Faso depuis la réorientation amorcée en 2022. La première affirme qu'un pays enclavé, privé de ressources majeures et dépendant historiquement des bailleurs, ne pourrait pas soutenir seul son appareil productif, sans risquer une asphyxie économique progressive. Selon cette logique, réduire l'aide extérieure de moitié reviendrait à couper une source d'oxygène vitale, affaiblissant la capacité de financer les services essentiels, d'entretenir les infrastructures et de maintenir la croissance. La seconde critique relève d'un raisonnement économique classique. La souveraineté productive, même valorisée, resterait trop fragile pour résister à un choc externe. Le pays importerait encore trop, produirait encore trop peu,
et ne disposerait pas d'une base financière assez solide pour amortir une pression internationale, même modérée. Cette thèse soutient que les recettes domestiques ne pourraient pas récompenser la contraction des flux internationaux et que le modèle risquerait, à terme, de s'effondrer sous sa propre contrainte. Ces deux arguments sont cohérents, rationnels et méritent d'être présentés dans leur meilleure version. Pourtant, les données issues du terrain viennent nuancer, voire contredire, certains points clés. Les recettes agricoles ont doublé grâce à la transformation locale de 12 000 tonnes de tomates par an. Les flux financiers ne se sont pas effondrés. 60% des dépôts nationaux ont été rapatriés, créant une liquidité interne qui alimente désormais les microcrédits et la croissance des PME. La supposée fragilité logistique ne s'est pas vérifiée non plus. La route Bobo-Abidjan, financée à 120 millions de dollars, a ouvert un corridor régional utilisé par des partenaires voisins. Ainsi, les critiques ne disparaissent pas, restent pas. Elles évoluent. Elles rappellent un risque réel, mais elles se heurtent à des résultats mesurés qui suggèrent une mécanique différente. Un modèle autonome peut rester vulnérable, mais il cesse d'être dépendant. Un pivot silencieux survient. Jusqu'ici, le récit semblait dominé par les infrastructures, mais la bascule réelle se joue ailleurs, dans le passage du matériel au collectif, là où les habitudes prennent le relais des décisions politiques. Dans les villages électrifiés par Yellen, les habitants organisent eux-mêmes la maintenance des installations, signe qu'une compétence locale se consolide sans directive centrale. Dans les ateliers de la Red Gold Factory, les ouvrières se transmettent aux nouvelles recrues des gestes qu'elles maîtrisaient à peine 1 an plus tôt. Preuve que l'apprentissage circule plus vite que les équipements. Dans les écoles, les instituteurs prolongent les cours du soir dès que la lumière est stable, montrant que la culture d'action se répand spontanément. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ce changement d'échelle devient lisible. L'autonomie n'est plus une politique, mais un réflexe collectif. C'est ce réflexe, une fois installé, qui modifie durablement le fonctionnement d'un territoire. Les effets visibles de la transformation initiée depuis 2022 ne se lisent pas seulement dans les infrastructures, mais dans la vie quotidienne. De 4 groupes clés dont les trajectoires évoluent simultanément. Dans les villages longtemps plongés dans l'obscurité, l'électricité issue du programme Yellen réduit les dépenses liées aux lampes à pétrole et libère un revenu modeste mais décisif. Les cours du soir reprennent, les niveaux scolaires progressent et les familles identifient pour la première fois une perspective durable pour leurs enfants. L'accès croissant à l'eau potable, parfois jusqu'à 70%, diminue les maladies hydriques et évite des dépenses médicales qui maintenaient donc les foyers dans la vulnérabilité. L'effet immédiat se mesure en jours gagnés, en coûts évités et en confiance restaurée. Dans les petites entreprises et le commerce local, les 15 000 microcrédits distribués par la Birken Bank offrent un premier capital circulant qu'aucune structure internationale n'assurait avec autant de régularité. Les dépôts rapatriés, plus de 60%, renforcent la liquidité interne, permettant d'acheter plus tôt les intrants et de sécuriser les stocks. Les coûts de transport, réduits de moitié grâce aux axes routiers, augmentent les marges bénéficiaires dans l'agriculture, l'artisanat et la distribution. Les PME accèdent enfin à un écosystème financier qui soutient la croissance plutôt que de l'aspirer. Dans le secteur agricole, la Red Gold Factory transforme 12 000 tonnes de tomates par an et met fin à une perte systémique qui ruinait des milliers de producteurs. Les revenus augmentent d'environ 40%. Stabilisant plus de 20 000 familles impliquées dans les coopératives rurales. Les routes facilitent l'acheminement vers les marchés, réduisent les pertes post-récolte et améliorent les prix en zone rurale. L'eau du barrage Ziga 2 irrigue des centaines d'hectares, renforçant la résilience face aux variations climatiques. Dans les régions sahéliennes, la lumière issue de Yellen change autant le symbole que la vie matérielle. Les écoles fonctionnant en double horaire renforcent le capital humain dans des zones souvent négligées. Les délégations venues du Mali, du Niger ou de la Guinée observent l'expérience burkinabé comme un modèle reproductible
créant un corridor d'influence fondé non sur la diplomatie verbale, mais sur l'efficacité visible. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le pays cesse d'être un simple point passif du Sahel pour devenir une référence méthodique examinée par ses voisins. Pris ensemble, ces effets révèlent une cohérence structurelle. L'énergie améliore l'éducation, l'eau renforce la santé, la finance soutient la production, et les infrastructures tissent l'ensemble. Rien n'est spectaculaire, tout est durable. 3 trajectoires crédibles se dégagent pour les 12 prochains mois, chacune fondée sur les tendances déjà visibles depuis la mise en œuvre des 10 projets structurants. Ces scénarios ne prédisent pas l'avenir. Ils permettent d'évaluer ce qui change lorsque la discipline institutionnelle se maintient, lorsque la coopération régionale s'intensifie ou lorsque la pression extérieure augmente. Ils dessinent un cadre qui éclaire autant les marges de manœuvre que les fragilités possibles. Si la gestion actuelle se poursuit, avec des budgets ciblés, une dette limitée et des investissements orientés vers l'énergie, l'eau et la finance, la croissance resterait proche de 5%. Les infrastructures déjà posées consolideraient la sécurité alimentaire, la production agricole et la continuité des services publics. La Birkenbank approfondirait sa transition digitale, fluidifiant les microcrédits et stabilisant les dépôts intérieurs. Ce scénario repose sur une hypothèse simple. La stabilité politique et administrative transforme les progrès techniques en effets durables. Si le Mali et le Niger renforcent la coordination économique avec le Burkina Faso, un corridor régional pourrait émerger, permettant une hausse des investissements locaux et une croissance plus large dans l'agriculture et la transformation. Les délégations voisines, déjà intéressées par le modèle burkinabé, accéléreraient l'adoption de certaines méthodes, créant un marché commun d'infrastructures reproductibles. La pauvreté pourrait reculer sous les 25%. L'effet d'entraînement serait fort. Davantage d'entreprises accèdent au crédit, davantage de villages bénéficient de l'énergie solaire et davantage de coopératives structurent leur production. Si des restrictions logistiques ou diplomatiques surgissent, la croissance pourrait glisser vers 2% et l'inflation remonter. Cependant, les infrastructures posées ces 3 dernières années joueraient un rôle d'amortisseur solide. L'énergie solaire limite les chocs pétroliers, l'accès à l'eau renforce la résilience agricole, et la finance nationale réduit la dépendance à des acteurs externes. Le ralentissement serait réel, mais le système ne s'effondrerait pas. La recommandation centrale tient en une idée: analyser les conditions plutôt que les probabilités. Un pays qui mesure, ajuste et renforce ses propres leviers augmente mécaniquement sa surface de stabilité. Les transformations observées au Burkina Faso ne parlent pas uniquement d'infrastructures ou de statistiques. Elles interrogent directement la manière dont chacun lit le changement, qu'il vive en Afrique de l'Ouest ou en Europe. Pour un jeune des zones rurales, l'accès à l'eau, à la lumière et au crédit n'est plus une promesse lointaine, mais un ensemble d'effets immédiats. Des cours du soir réapparus, des maladies hydriques en recul, une petite activité qui peut enfin commencer avec un capital minime. La perception du possible se déplace et l'avenir cesse d'être une idée abstraite pour devenir une suite de gestes concrets. Dans les villes africaines, l'expérience burkinabé ouvre une autre perspective, celle d'un État qui ne rompt pas avec le monde, mais réorganise ses priorités. Les citoyens observent que produire localement, financer localement et distribuer localement génère une stabilité plus lisible que les cycles d'aide successifs. Les débats se déplacent vers des questions pratiques. Comment adapter, comment répliquer, comment mesurer? Ce glissement vers le concret nourrit une nouvelle forme d'exigence civique. En Europe, cette trajectoire propose une clé de lecture moins polarisée de l'Afrique de l'Ouest. Les villages qui s'éclairent, les microcrédits qui génèrent des entreprises et les réseaux hydrauliques qui stabilisent la santé montrent qu'un État plus autonome devient un partenaire plus fiable.
Les observateurs y trouvent un moyen de comprendre comment des politiques centrées sur les besoins vitaux produisent des effets plus rapides que des réformes institutionnelles, longues et incertaines. Ces trois angles convergent vers une même idée. La transformation devient intelligible lorsque ses effets touchent la vie ordinaire, pas seulement les analyses théoriques. Le modèle burkinabé peut se condenser en une série d'étapes opérationnelles qui transforment des intentions politiques en mécanismes mesurables. Chaque étape possède un acteur, un calendrier et un indicateur simple, afin que la progression reste vérifiable et reproductible. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette logique devient la colonne vertébrale d'un processus où la souveraineté avance par blocs cohérents plutôt que par annonces dispersées. Pour ce qui concerne cette étape, identifier les besoins vitaux. Les ministères sectoriels dressent un inventaire trimestriel de l'énergie, de l'eau, de la santé, de l'éducation et de la finance. Les priorités sont définies selon les taux de couverture existants. L'indicateur est clair, progression par tranche de 5%. Cette base détermine l'ordre des chantiers. Pour ce qui concerne cette étape, formée localement. Les écoles techniques et les centres communautaires certifient des techniciens, ingénieurs et ouvriers tous les 3 mois. Le nombre de personnes formées devient la mesure principale. Les équipes locales remplacent progressivement les équipes externes. Pour ce qui concerne cette étape, relier les projets. Les comités intersectoriels cartographient les infrastructures afin d'aligner énergie, production, eau, santé, finances, logistique. Le pourcentage de connexion effective devient l'indicateur d'avancement. Les projets cessent d'être isolés. Pour ce qui concerne cette étape, mesurer et corriger. Chaque trimestre, un bilan public liste les réussites, les retards et les ajustements. Appliqués. La correction effective devient la preuve de la méthode. Les services adaptent leurs priorités en fonction des données. Pour ce qui concerne cette étape, étendre par l'exemple. Les installations fonctionnelles servent de site pilote. Les délégations observent, documentent, répliquent. Le nombre de projets adoptés ailleurs mesure l'impact. La logique reste simple. Avancer par étapes vérifiables pour éviter les cycles d'annonces sans résultat. À la fin du parcours, ce ne sont ni les chiffres, ni les infrastructures qui demeurent, mais les visages. Celui de Mariam, par exemple, qui autrefois regardait ses tomates se perdre au bord de la route et qui termine désormais sa journée devant une boîte produite par ses mains, signe que son geste possède enfin une valeur durable. Celui de l'instituteur des villages Yélène, voyant la lumière prolonger les cours du soir et offrir aux enfants un espace où l'effort recommence à porter ses fruits. Ces scènes discrètes, répétées chaque semaine, racontent davantage que les bilans techniques. Elles montrent comment une transformation collective s'incarne dans des gestes ordinaires. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ces gestes deviennent une façon nouvelle de se projeter dans l'avenir, non par espoir abstrait, mais par continuité tangible. Ce sont ces routines, presser une tomate, allumer une lampe, ouvrir un cahier, qui redéfinissent d'un peu à peu la confiance dans un pays en reconstruction méthodique. La trajectoire burkinabé ne cherche pas à donner des leçons. Elle propose un miroir où chacun peut observer ce que produit une stratégie centrée sur les besoins vitaux, plutôt que sur les discours. Les villages qui s'éclairent, les ateliers qui redémarrent et les écoles qui rallongent leurs horaires montrent qu'une transformation cohérente commence souvent par des décisions sobres, répétées et tenues dans la durée. Les infrastructures y deviennent des symboles collectifs, non par grandeur, mais par utilité. Elles rappellent que l'autonomie s'écrit dans la continuité plutôt que dans l'exceptionnel. Les lecteurs, où qu'ils vivent, peuvent y trouver un repère simple. Regardez les effets concrets avant de juger les modèles, comparer ce qui fonctionne réellement plutôt que ce qui se raconte, et s'interroger sur la manière dont leur propre communauté active ou inhibe ces leviers essentiels.